L'examen clinique du patient, voilà, l'examen clinique du patient glaucomateux, est-ce qu'il a encore sa place ou est-ce qu'elle a sa place? Et je vais simplement essayer de vous convaincre à la fin de cette présentation qu'elle elle est tout aussi indispensable que l'OCT, mais très complémentaire. Quand on examine un nerf optique, on doit répondre à 11 points. Job Jonas nous a rappelé de façon très systématique tous ces points essentiels et vous vous apercevez effectivement qu'il y a des points sur lesquels l'OCT va être bien meilleur que l'examen clinique. Mais toutes les autres vont être du ressort de votre analyse clinique. Quand vous regardez ce fond d'œil avec votre lentille à la lampe à fente en faisant votre examen du segment antérieur, vous allez tout de suite être attiré par cet œil sur la cliché de gauche et vous pouvez passer complètement à côté du cliché de droite parce que cette grande excavation est très attractive pour votre examen clinique. Et quand vous voyez ce nerf optique, vous dites qu'il y a une excavation, mais est-ce qu'elle est physiologique? Est-ce qu'elle est pathologique? Et c'est ça qui va déclencher, ou alors vous faites des OCT à tout le monde, qui va déclencher les examens complémentaires. Entre ce grand nerf optique et ce petit nerf optique, est-ce qu'on est capable, cliniquement, avec comme ça, à coup d'œil, d'être capable de dire c'est une grande excavation parce que c'est une grande papille? Eh bien, juste un petit quiz très rapide. Vous voyez, vous avez deux yeux qui peuvent être considérés comme normaux, et puis vous avez les tailles qui correspondent. Pour l'œil droit, vous voyez 1,58, 2,10, 1,78, et puis pour l'œil gauche, 1,67. Eh bien, en fait, vous voyez que la différence, elle n'est pas flagrante. Eh bien, vous voyez que la différence, elle l'est en fait en pratique. Et si vous voulez la confirmation, voilà l'OCT qui vous le prouve. Donc, notre œil a du mal. Et pour mesurer ce nerf optique, eh bien, un moyen très simple, on n'est pas obligé de faire un OCT. Votre lampe à fente, vous projetez à travers votre lentille. J'adore la lentille de 90 dioptries. Je vais vous expliquer pourquoi elle m'est très utile et très intéressante. Vous projetez, vous essayez d'être sur le rebord interne du bordure neurorétinienne. Vous faites tourner votre lampe à fente pour arriver sur la hauteur qui correspond en millimètres. Alors, ce n'est pas la vraie hauteur, puisque c'est une hauteur qui est modifiée par l'optique de la lentille. Et ce qu'on cherche, c'est sur des yeux phaques. Les yeux pseudo-phaques perturbent ces valeurs. Donc, on projette 90 dioptries. Je mesure 1,5. Prenons l'exemple. J'ai ma petite table de conversion. Alors, bien entendu, je ne vous impose pas cette table de conversion. Regardez simplement une chose. C'est que quand vous avez moins d'1 millimètre à la lampe à fente, sur le vernier de la lampe à fente, vous êtes sur une petite papille. Si vous êtes à 1,5, vous êtes à 2 et vous êtes sur une grande papille. Donc, simplement mémorisez 1, 1,5 et vous pouvez comme ça d'emblée savoir si vous êtes sur un grand nerf optique ou un petit nerf optique. Parce qu'un nerf optique, c'est fait de fibres. Ces fibres, c'est des paquets de fibres qu'on voit se regrouper en faisceaux. Et quand vous interposez un filtre, que vous pouvez, en fait, c'est des scénarios Photoshop qui vous permettent d'avoir des faux filtres interférentiels, qui vont vous permettre de voir, au niveau de ces paquets de fibres, les zones où vont apparaître des déficits. Donc je passe sur les principes physiques, les longueurs d'onde courtes, le bleu va se réfléchir, les longueurs d'onde longues, le rouge va aller plus profondément. Sachez que nos OCT sont en infrarouge, c'est pour ça qu'on peut aller très en arrière de l'épithélium pigmentaire. Vous voyez, cette papille, elle vous paraît normale? Eh bien, si vous regardez en inférieur, avec un petit filtre bleu, vous voyez qu'il existe une petite zone déficitaire en inférieur, une zone assez large, et puis aussi un petit pinceau déjà qui apparaît en supérieur. Filtre vert le montre aussi. Vous voyez ce autre exemple, là on l'encoche, on la voit, elle existe. Et vous voyez que la perte en fibre, déjà la rétinophotographie nous la montre. Vous voyez, il y a des petits pinceaux de fibres qui ont disparu. C'est ça, les zones où la profondeur est moindre et la lumière se réfléchit plus de la même façon. Et vous voyez que l'OCT, c'est sur le même patient, il n'y a pas de tromperie. Vous voyez que bon, il y a des artefacts, on est d'accord, mais il est passé à côté. Parce que les fibres, les déficits étaient très faibles. Donc vous les aviez vus cliniquement à la lampe à fond avec la rétinophotographie. Vous ne les avez pas forcément détectés, au moins dans un premier temps, avec l'OCT. Et puis après, il y a une analyse morphologique, après cette analyse quantitative, une analyse qualitative. La règle, là aussi rapportée par notre ami Job Jonas, c'est que la partie inférieure, la surface inférieure est la plus large, elle-même plus large que la supérieure, qui elle-même est plus large que la nasale, et enfin la temporale. Cette chronologie nous permet d'avoir le respect du raffet des fibres qui correspondent à des surfaces de rétine qui passent à ce niveau. Et puis, deux éléments que j'aime bien montrer, le croissant gris et le vaisseau circumlinéaire. En 12 minutes, je n'aurai pas le temps de trop détailler, mais ce croissant gris peut vous tromper sur l'analyse de la bordure neurorétinienne. Pensez-y, c'est physiologique, c'est très fréquent. Et puis le vaisseau circumlinéaire, dans le temps, l'évolution, s'il disparaît du rebord et qu'apparaisse une exclusion de ce vaisseau, vous allez pouvoir avoir ainsi une évolution et une appréciation de la progression. Et puis les papilles, c'est différentes formes, même chez les sujets sains. Vous voyez que ça, c'est quasi-absence d'excavation. Là, c'est une excavation dite en pente douce. Là, c'est une excavation dite à l'emporte-pièce. Elles sont toutes physiologiques. Donc, chaque nerf optique est différent. Et c'est vrai que la clinique va nous permettre de le faire. Et puis,
je vous l'ai montré tout à l'heure, des grandes papilles avec des grandes excavations sont très intrigantes, très inquiétantes. Il y a des moyens assez simples de savoir si elles sont physiologiques ou pas. Elles sont grandes, donc il y a une grande excavation, vous l'avez mesuré. Elles sont symétriques, elles sont à grand axe horizontal ou rondes parfaitement. La raie glissante est difficile à voir. Quand vous avez qu'une petite bordure neurorétinienne, c'est très difficile. Donc ne vous basez pas là-dessus. Allez voir éventuellement sur l'OCT qui vous permettra de le confirmer. Et puis l'hérédité. L'hérédité est un élément très intéressant. Vous voyez, ces deux yeux qui sont parfaitement symétriques correspondent à un patient qui n'avait pas d'anomalie. Et qu'est-ce qui fait qu'entre un nouveau-né et quelqu'un de très âgé, vous voyez que le nerf optique ne va pas rester. Ce n'est pas le même patient. Je n'ai pas eu la chance de pouvoir suivre suffisamment longtemps des patients normaux. Mais vous voyez que la papille va changer. L'œil grandit, 17, 24 mm. Il y a beaucoup de choses qui changent dans le temps. Et la vascularisation, la dégénérescence, la sénilité touchent aussi notre rétine et notre nerf optique. Et entre un œil normal et un œil glaucomateux agonique, voilà un peu l'évolution. Alors très rapidement, j'ai essayé de vous brosser un petit peu l'évolution qui va permettre de voir un peu l'évolution des nerfs optiques dans le glaucome. Et la clinique, vous voyez que l'hémorragie, l'OCT ne va pas la voir. Et vous voyez cette petite perte en fibre, l'OCT la montrera, mais pas l'hémorragie, qui est sur le bord, qui correspond à une évolution. Un autre exemple d'hémorragie, qui sont en navette sur la surface de la bordure neurorétinienne. Parfois, vous voyez, sur un patient, premier diagnostic est fait sur l'hémorragie avec le déficit. Vous traitez la patiente est très contente, 17 mm. Vous voyez que l'hémorragie récidive, vous voyez que l'excavation est déjà très importante. On est probablement sur un facteur de progression. Et puis les hémorragies ne sont pas toujours en inférieur, elles peuvent être un petit peu n'importe où. Un point important dans l'anatomie, qui est un facteur de risque anatomique, c'est la position des vaisseaux. Vous voyez que la position des vaisseaux, décalée par rapport au centre, va être un facteur de fragilité dans les mouvements de la lame criblée qui peuvent compresser. Vous voyez que la perte en fibre en inférieur est exactement à l'opposé du déficit. Un autre exemple où on voit que les pertes en fibre qui se touchent aussi en inférieur et en supérieur sont un peu à l'opposé du position des troncs des vaisseaux. Et puis cette excavation va continuer, la bordure neurorétinienne va diminuer pour arriver à se refermer progressivement. Si on examine la rétine en matière de vascularisation, on sait que la zone alpha, qui est la zone pigmentaire qui entoure la zone bêta, qui est entre la bordure neurorétinienne et la zone alpha, si la zone alpha n'a pas de raison particulière d'être examinée dans le glaucome, en matière d'évolution, la zone bêta est un critère intéressant car elle progresserait. Elle n'est pas pathognomonique, elle se voit chez les vasculaires, chez les gens âgés, mais en matière de glaucome, elle est intéressante. Vous voyez, en photo couleur, sur un patient âgé, vous retrouvez la même chose. Et puis en finale, quand vous arrivez à ces excavations très évoluées, quand vous voyez trop bien la lame criblée, vous voyez que c'est quand même troublant et toujours inquiétant. Quand vous voyez les pores de la lame criblée qui sont plus hauts, plus larges, en supérieur et en inférieur. Et si vous regardez bien, on voit les vaisseaux qui sont modifiés, on a ce matin une très belle présentation sur le Doppler holographique qui montre que les altérations vasculaires dans le glaucome ne sont pas un vain mot. Vous voyez que les vaisseaux centraux n'ont pas bougé, mais les vaisseaux, les collatérales de l'artère centrale de la rétine a diminué et ont des aspects tout à fait pathologiques. Vous voyez cet aspect un tout petit peu ampoulé, très. Alors c'est des images vidéo, on est d'accord, parce que c'était les SLO à l'époque. Vous voyez que la vascularisation a beaucoup changé. Et puis enfin, pour conclure, j'aime bien finir par ça, c'est de dire est-ce que quand vous avez un glaucome et un colobome ou une déformation pseudo-colobomatose, une disversion papillaire ou une forte disversion papillaire qui va s'associer avec des fichiers du champ visuel. Tout à l'heure, on nous a rappelé qu'un champ visuel sans examen du fond d'œil n'a pas d'intérêt et est une source d'erreurs potentielles. Vous voyez qu'on a des déficits. Et puis que dire des grands myopes avec ces atrophies choriorétiniennes ou ces colobomes, ces fossettes colobomateuses, sachant qu'une hémorragie peut se voir dans une disversion papillaire. Donc, on peut retrouver des choses identiques en matière de pathologie, alors qu'elle est totalement physiologique dans le cas de la disversion. Et puis, bon, il est vrai que souvent, les patients sont amblyopes, mais des fibramyélines qui vont vous masquer complètement le nerf optique, on est incapable d'examiner des patients et leur nerf optique pour peu qu'ils aient une hypertonie. Avouez que là, on est dans une situation quasi impossible à résoudre. Georges Spes avait dit qu'il y a pas de premier signe, mais plusieurs signes de progression, d'apparition du glaucome. En matière d'imagerie, je crois que c'est un point essentiel. Et en général, j'arrive à ce stade de la présentation de dire que quand on a un premier nerf optique qui a été détruit, si on a la chance d'en avoir un deuxième, ça vous permet d'avoir un petit peu plus longtemps des performances visuelles qui vont être perçues. Je conclurai sur ces quelques images pour illustrer l'importance. Je ne mets pas en cause la présentation de Jean-Marie Giraud qui va suivre, mais qui dire qu'elles sont complémentaires. Est-ce que franchement, vous n'êtes pas forcément inquiété dans le cas d'un contexte légèrement d'hypertonie? Œil droit, œil gauche,
avouez que là, votre œil va quand même être un petit peu attiré. Et là, vous êtes tout à fait légitimement en droit de demander un examen du champ visuel, bien entendu, et un OCT. Et si vous faites les photographies en lumière monochromatique, vous verrez qu'il n'y a pas de déficit. Par contre, son champ visuel montrera un petit élargissement de la tache aveugle, le scotum de Seidel à l'époque. Et on peut être trompé. Mais ce n'est pas sur ces yeux-là que vous serez trompé. C'est sur les petites papilles, parce que là, vous passerez facilement à côté. Et je conclurai là-dessus pour ne pas dépasser mon temps. Je vous remercie.